Alors ce soir, on va bien entendu parler un peu de ce qui est en train de se dérouler sur le marché pendant quelques minutes en intro comme d'habitude. Surtout qu'on a l'air d'avoir un éther sur ce début de semaine de la mi-décembre qui est en train de se réveiller. Donc c'est plutôt intéressant, mais en ce moment, on a quand même tous les regards aussi qui sont tournés vers Bitcoin. Donc on va parler un tout petit peu du marché. Et puis pendant demi-heure, trois quarts d'heure, on va discuter avec nos deux invités et peut-être on sera rejoint par la suite par Jean-Marc, le cofondateur avec Rémi de la plateforme Realty qui a tokenisé depuis plus de 5 ans désormais des biens immobiliers et notamment du côté des États-Unis, mais pas que. Et on va discuter de tout ça. Et Michael, que vous aviez déjà vu sur la chaîne il y a très longtemps, puisqu'il fait aussi partie du projet Realty depuis plusieurs années, qui a une vision un peu plus développeur, un peu plus DeFi sur le projet et qui pourra nous parler de tout ça pour justement faire le point sur ce qui est en train d'être mis en place pour le projet, de là où vous venez, là où vous projetez d'être à un horizon de temps de quelques années supplémentaires. Et dans tous les cas, ça reste la preuve par A plus B que oui, ce qu'on appelle maintenant les RWA, les Real World Assets, fonctionnent avec la blockchain et peuvent marcher sur plusieurs années avec une croissance et un développement qui ont été assez phénoménaux de votre côté. Donc, pour commencer avec le BTC, et donc, comme vous le voyez, on a également Blue, Stengar et Manu, bien entendu. Peut-être qu'on aura aussi Marc qui passera la tête dans la soirée, mais je ne sais pas pour l'instant. Donc, un Bitcoin qui vient nous taper aujourd'hui 108 000 à peu près, si je ne dis pas de bêtises, au cours des dernières heures. On n'était pas très loin, en tout cas, qui pour l'instant est en train de se stabiliser autour de 106. Et quand on regarde donc notre petite charte long terme ici en hebdomadaire, eh bien, nous entrons dans la seconde partie un peu plus verticale ici, qui a débuté autour de début novembre avec cette élection de Donald Trump pour les États-Unis. Et la question qui désormais perdurera jusqu'au 20 janvier et peut-être après encore, puisque est-ce qu'il va se prononcer day one quant à cette fameuse réserve? On ne sait pas encore. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est ce qui fera, à mon sens, bouger dans un sens ou dans l'autre le cours du Bitcoin. On continue de voir également un peu de FOMO avec Michael Saylor qui, lui, continue son fameux DCA à coups de milliards, peu importe ce qu'il se passe. On a des sociétés minières qui sont en train de faire de même, notamment Riot et Marathon. Bon, c'est des plus petits montants, bien entendu, comme MicroStrategy, mais ça donne le ton. Et donc, si cette réserve venait à être approuvée, bien entendu qu'on pourrait espérer avoir un BTC qui irait un peu plus haut. Et dans un premier temps, on visera tout simplement par dizaines 120, 130, 140, 150. Et Dieu seul sait jusqu'où il pourrait aller sur ce cycle. D'un autre côté, on fera attention, bien entendu, à voir qu'on devient de plus en plus vertical ici. Donc, comme je vous l'ai dit aussi plusieurs fois, à titre perso, je pense que si au premier trimestre maximum, allez, printemps, c'est-à-dire un peu avant l'été 2025, on avait un Bitcoin autour de 150 000, ça serait vraiment le moment, en tout cas de mon côté, pour commencer à se désexposer de façon un peu plus agressive. De même qu'il faudra surveiller, bien entendu, la Bitcoin dominance qui aujourd'hui a fait un rebond depuis le point bas récent des 54% en direction des 57, quasi 58. Donc pour l'instant, on a eu un aperçu de ce que pourrait être une alt season. On n'y est pas encore. Je pense que l'alt season pourrait venir soit sous forme comme ça de 3-4 semaines à chaque fois de baisse une fois que Bitcoin lui-même a terminé son mouvement, ou bien plus tard, on aura un mouvement bien plus violent de type mars 2021 à mai 2021. Vous voyez qu'une fois de plus, les alt seasons ont tendance à durer assez peu de temps au final, et c'était pareil en début 2018, ça avait duré un gros mois
pour janvier 2018, lorsque le Bitcoin avait trouvé son top en décembre 2017, donc encore au cycle d'avant. Et c'est là où il faut être assez, on va dire, bien câblé pour prendre ce qu'il y a à prendre du côté des altcoins et ne pas regarder derrière par la suite. Sinon, on se marie à son portefeuille et derrière, on a vu que les altcoins avaient tendance, malheureusement, et la fâcheuse, à terminer à moins 90, moins 95, si c'est pas quasiment tout perdre. Donc ça, il faut quand même s'en méfier. Le crypto total, 3660 milliards, là aussi en direction de la première extension de FIBO qui nous conduira à 4400 milliards avec peut-être une terminaison entre 4000 et 6000 milliards, sachant que le point haut du cycle précédent était à 3000. Ça aussi, ça sera conditionné à ce qui va se passer, bien entendu, du côté de la fameuse réserve. Et deuxièmement, ce qui pourrait également par corollaire se déclencher de si on avait par la suite un GAFAM qui venait à avoir une fameuse allocation dans sa trésorerie, même de 1%. On ne vise pas en fait des gros montants, on vise juste d'avoir un signal qui est donné d'un point de vue institutionnel, bien que aujourd'hui, je pense que tous les signaux sont d'ores et déjà au vert de ce côté-là. Pour clôturer avec Ether, puisque ensuite on fera le point pour les marchés et tout ça plutôt mercredi matin pour profiter au max de nos invités ce soir. Je vous laisserai bien entendu la parole, chers invités, pour si vous avez envie de donner votre opinion par rapport à ce qui est en train de se dérouler au niveau du marché crypto. Et donc on a un Ether à 4052 qui est sur la dernière zone réelle de résistance. Alors il y en a une petite dernière, bien entendu, ça sera l'ATH, proche des 5000 $. Mais aujourd'hui, on le voit, c'est la zone de polarité 4000 à faire tomber ici. Et si on clôturait la semaine, ne serait-ce qu'à 4100, 4200, je pense derrière que ça permettrait de se dire qu'on est complètement sorti de la période de consolidation qu'on a ici à l'écran et qui n'a que trop duré du côté de la seconde crypto-monnaie du marché, tout en ayant bien en tête également que ETH-BTC a une saisonnalité favorable au premier trimestre de chaque année. Et là, vu qu'on est sur une année d'après-halving et qu'en plus on a un actif qui est en retard, bien entendu qu'on espère tous que on aura un Ether qui viendra s'exprimer un peu à retardement, mais qui délivrera tout ce qu'il a toujours délivré par la suite sur les 2 cycles précédents. Donc, je me remets sur le Bitcoin, du côté du futur CME, et je vous laisse la parole, chers amis. Vous voulez dire un petit mot par rapport à ce qui est en train de se dérouler et qui, malgré tout, est historique. On ne savait pas, en se lançant il y a même 2 ans, 3 ans, 5 ans, si un jour on verrait un Bitcoin à 100 000. Et le simple fait que ça soit arrivé et dans des sphères aussi hautes que la sphère étatique aux États-Unis avec le président des États-Unis, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est complètement fou. C'est fou, c'est génial, et je pense que vraiment c'est que le début. D'ici 2030, on verra un Bitcoin beaucoup, beaucoup plus haut, voire à plusieurs millions. Les politiques de Trump, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, vers la crypto, sont assez favorables. Michael, t'es un peu plus technique dans tes vues. Ouais, après, moi je me rappelle des débuts de CM de Realty et tout ça. Donc au final, à l'époque, c'est vrai que de voir un Bitcoin à 100 000 ou plus, ça paraissait inatteignable, hein, puisqu'on visait déjà des 18 000, puis après on était arrivé à des 70. Aujourd'hui à 100 000 et on se dit ça va monter encore plus. Bon, ben c'est la preuve qu'au final, le temps fait son argent. Hein, si on peut dire ça. Et puis bon, Jean-Marc et Rémi ont connu le Bitcoin quand il valait quelques dizaines, centaines de dollars. Donc, quelques cents. Ouais, je me rappellerai toujours de l'histoire où il me racontait que pour promouvoir Bitcoin dans Montréal, il les distribuait. Donc, il donnait aux passants un Bitcoin, comme ça, dans la rue. Allez, essayez, jouer avec le truc. Je pense qu'aujourd'hui, s'en mordent un petit peu les doigts parce que ça fait beaucoup d'argent, effectivement. Mais bon, qui aurait pu le prévoir? L'important, je pense, c'est le plan, hein, comme souvent vous en parlez sur la chaîne, c'est d'avoir son plan, sa stratégie, ses objectifs à court, à moyen ou à long terme, et puis de les appliquer, tout simplement. Et pas de regrets quand on a vendu, c'est des profits qu'on a pris. Il n'y a pas de petits profits à prendre. C'est ça, en soi, une prise de profit, c'est toujours mieux que de laisser courir. Pas vendu, pas d'argent gagné. Donc, dans tous les cas, voilà. J'ai vu quelques messages passer, là, même dans le chat, de personnes qui avaient pour l'instant TP 100% de leur Bitcoin. C'est une très bonne chose d'avoir TP du Bitcoin.
Et justement, si vous avez une stratégie, tenez-vous-en à cette stratégie. On ne sait jamais quand est-ce que le marché peut se retourner et vous voler vos profits latents. C'est des expériences qu'on a eues dans le passé, le marché qui se retourne rapidement. Heureusement, on n'a pas ça dans l'immobilier. C'est un peu plus stable, un peu plus lent. Quoique Michael essaye de dynamiser l'immobilier avec un écosystème DeFi derrière assez incroyable. C'est l'architecte de tout le défi de Realty. Euh, pour ceux on se remercie encore de nous recevoir, CM. Je pense que c'est la 4e ou 5e fois qu'on est avec toi ici. Et chaque année, chaque fois, Realty grandit en même temps que ta communauté. Aujourd'hui, on peut dire qu'on a atteint presque 3000 unités, 2700 et quelques, un peu plus de 740 propriétés à travers les États-Unis et le Panama. On s'est lancé avec les premières propriétés au Panama il y a un peu plus d'1 an maintenant. C'est une belle expérience. On va ouvrir d'autres pays d'Amérique latine, tels que la Colombie, qui va arriver incessamment sous peu. On espère d'ici début 2025. Panama, on en aura plus, et d'autres pays qui viennent également. Mais on a essayé de grandir Realty en cercle concentrique dans un marché qu'on connaissait au début, qui était les États-Unis, où les lois le permettaient. Et vu la dérégulation qui arrive, il y aura encore beaucoup plus d'opportunités aux États-Unis dans ce qui vient. Ça, c'est pour le côté un peu immobilier. Michael, je vais te laisser faire une présentation un petit peu de la DAO, de ce qu'on a réussi à faire cette année. Avant de partir là-dessus, juste pour le public qui nous connaîtrait pas forcément et qui pourrait se dire bon bah l'immobilier ça rapporte pas forcément et Détroit c'est un choix étrange parce qu'il y a encore des gens qui pensent ça après 5 ans. Peut-être CM si tu peux scroll vers le bas où on a des réévaluations avec historique. Voilà, donc ici on peut voir et c'est de la réalité, c'est pas des chiffres prévisionnels potentiels, c'est des réelles réévaluations qui ont été. Donc vous avez le capital que vous avez touché donc en loyer régulièrement, plus la réévaluation de la propriété. Donc on voit qu'on a des 20-30% qui sont assez intéressants sur la durée. Il est important de dire que le passé n'est pas le futur. Bien il y a évidemment. des cycles en immobilier également. C'est pas parce que Bitcoin est monté une fois qu'il va continuer à monter tout le temps aux étoiles, on est d'accord. Et l'immobilier, c'est pareil. En 2008, c'est un bon exemple. Hein, il y a eu une bonne crise qui a aussi fait bien baisser les marchés. Mais pour dire que voilà, il y a du potentiel, il y a des choses aussi intéressantes. Il n'y a pas que Bitcoin et Ether. Et pour potentiellement démarrer, pour quelqu'un qui voudrait quelque chose de plus stable, potentiellement l'écosystème Realty peut être un bon pied pour entrer avec quelques centaines ou milliers d'euros pour découvrir l'écosystème, puisqu'on y découvre... Quel est cet écosystème? Décris-nous l'écosystème. Oui, je vais y arriver justement. Voilà. Donc l'écosystème, l'ADN de Realty a toujours été crypto-friendly, puisque Jean-Marc et Rémi ont commencé à miner du Bitcoin, c'était en 2010 fin 2010, début 2011. Voilà. Donc déjà cet ADN et cette appétence avec la philosophie de Bitcoin. Et en 2019, c'est réalisé un de leurs grands rêves qui était donc de pouvoir marier à la fois leur passion de l'immobilier et la crypto. Et c'est comme ça que Realty est né. De là, on découle donc tout un travail pour être au plus proche possible de la DeFi, tout en conciliant tout ce qui est régulation et donc toutes les obligations qui découlent d'actions, puisque c'est des actions que vous détenez quand vous achetez des Real Tokens. C'est des securities. Depuis toujours, Realty a mis en avant le fait que c'était des securities, parce que légalement, on voyait très bien qu'on ne pouvait pas le faire passer en tant qu'utilities, bien que d'autres ont essayé et ne sont plus là aujourd'hui pour en parler. Le choix a été pertinent, puisqu'aujourd'hui c'est reconnu et ça fonctionne très bien. Et du coup, autour de ça, on a essayé de construire un écosystème DeFi le plus décentralisé possible. Alors on en est encore loin, mais on avance à grands pas. Et du coup, cet écosystème, il a commencé avec AAV, avec le partenariat qu'on avait fait à l'époque avec AAV pour faire un fork de AAV V2, qui était un proof of concept qu'on pouvait tokeniser de l'immobilier, le mettre en collatéral sur notre plateforme et emprunter du coup avec ce collatéral. Puis on a fait le même partenariat, mais avec la V3, sur laquelle Realty a apporté quelques modifications, puisque la V2 de AAV est limitée à 128 tokens par market.
market, et du coup ça divisait la liquidité pour pouvoir réussir à mettre tous les tokens. On aurait dû créer plusieurs dizaines de markets pour que ça fonctionne avec le nombre de tokens qu'on a aujourd'hui. Et du coup on a apporté quelques modifications ingénieuses qui nous ont permis d'étendre la capacité d'un seul market à plusieurs dizaines de milliers de tokens dans le market. Alors ça marcherait pas avec n'importe quel actif, ça marche bien avec les REIT tokens parce qu'ils ont tous la même mécanique, le même fonctionnement, mais on pourrait pas mélanger des actifs qui sont trop différents. Et ça nous a permis du coup d'avoir quelque chose. Aujourd'hui, on arrive bientôt à 10 millions de dollars d'emprunt, ce qui est plutôt conséquent par rapport à la taille de l'écosystème, sur 600 tokens qui sont donc 600 propriétés qui sont tokenisées. Dans les 600 propriétés, vous avez des groupements de maisons. 600 propriétés sur le RMM. Toutes les propriétés n'y sont pas encore. Voilà, et vous avez donc des immeubles où vous avez des groupements de maisons aussi, ce qu'on appelle les holdings, où on groupe plusieurs maisons d'un même quartier pour pouvoir arriver à faire un seul token qui soit plus résilient en cas d'absence de location sur une maison ou plusieurs. Donc ça, c'était un des premières grosses étapes qu'on avait fait avec le partenariat avec AAV, qui fonctionne vraiment encore très bien aujourd'hui. Il y a une V4 qui est prévue. Alors, est-ce que ça sera fait en partenariat avec AAV ou pas? Ça sera à voir. Il faudra voir qu'est-ce que AVV4 va offrir. Tu veux montrer le RMM peut-être? Du coup, le partenariat avec AV, on verra en fonction des fonctionnalités. On a une idée de ce qu'on voudrait pour la prochaine version, savoir si des fonctionnalités d'AVV4 permettraient de réaliser ce qu'on veut, et si c'est pas le cas, on partira probablement sur notre propre version du market. Alors, si tu te connectes, je pense qu'il va afficher aussi les propriétés, la liste des propriétés. Ouais, mais je n'ai pas de wallet. Ah, t'as pas de wallet. Ok. Ouais. Ouais. Et donc là, je voulais juste faire la petite traduction aussi pour les personnes qui ne connaîtraient pas du tout le projet quand tu parlais de security, etc. En gros, pour la faire simple au public qui ne connaîtrait pas Realty, chaque propriété ou lot de propriétés, comme tu le disais à l'instant, est inclus dans une société spécifique à chaque fois qui est une LLC, et ça permet de tokeniser la société qui détient, elle, le bien immobilier, et à chaque fois, il y a un contrat qui est différent, qui vous est envoyé au moment où vous achetez à minima un token, qui la plupart du temps tourne autour de $50, et vous avez donc un contrat à signer par propriété. Voilà. Donc ça, c'était la petite la traduction, entre guillemets, par rapport à ce que tu disais, qui pour nous est clair, mais pour les débutants peut ne pas l'être. Et ensuite, par rapport au RMM ici, que vous avez affiché à l'écran, en gros, qu'est-ce que ça vous permet de faire? Eh ben, c'est un truc qui est assez remarquable pour le coup, puisque ils ont réussi à transposer le token sur lequel vous avez votre loyer qui tombe par la suite, puisque le but en achetant une portion d'un logement, bien entendu, c'est d'avoir une rétribution sous forme du loyer qui vient tous les mois être récupéré. Et donc, on va prendre un exemple très simple. Admettons que vous ayez acheté 10 tokens d'une propriété à $50, ça vous fait $500. Vous pouvez aller sur le RMM que vous avez ici à l'écran, qui est une couche AVV3, et qui vous permettra de déposer vos $500, les 10 tokens, sur le RMM, tout en empruntant à hauteur de 50%, si ça n'a pas évolué. C'est un peu plus maintenant. Ouais, sur la V3, sur la V2, c'était 50%, et sur la V3, on est à 60 et 60. Ok, 60. Et donc, vous allez continuer à toucher les loyers sur les 10 tokens que vous avez déposés sur la plateforme là, d'un équivalent AAV pour Realty, et tout en vous permettant d'emprunter jusqu'à 60%, le tout en ayant un ratio de collatéral et de liquidation potentielle qui va varier immensément moins, vous vous en doutez bien, en étant sur de l'immobilier qu'en étant sur nos marchés extrêmement volatiles comme on peut l'avoir sur de l'Ether ou sur d'autres collatéraux qui nous font des yo-yo pas possibles. Donc, on a déjà vécu plusieurs crashs de la crypto, et sur le RMM, rien n'a bougé. Hein. C'était vraiment tranquille, la mer d'huile. Donc voilà, après, bien entendu, comme disait Rémi tout à l'heure, le seul risque auquel vous seriez confronté, c'est d'avoir un crack généralisé du marché immobilier qui le ferait dévisser de dizaines et de dizaines de pourcents.
C'est déjà arrivé dans l'histoire de l'humanité, donc on ne va pas dire jamais, bien entendu. On ne vous le souhaite pas et on ne nous le souhaite pas, parce que c'est toujours catastrophique d'un point de vue des bilans humains quand il y a ce genre de crack à la 2008. Mais voilà, aujourd'hui, en tout cas par rapport à ce que vous avez réussi à mettre en place, c'est quand même assez extraordinaire. Alors, et ça fonctionne suffisamment bien pour être noté quand même. Par rapport à 2008, Merci. Une chose importante à préciser, c'est que Realty a toujours voulu ne jamais prendre de crédit. Donc les propriétés sont pleinement achetées avec les ventes et donc les token holders sont 100% propriétaires, il n'y a pas de crédit immobilier derrière. Alors on ne bénéficie pas de l'effet de levier, mais individuellement chacun peut en bénéficier à travers le RMM pour pouvoir donc faire son effet de levier à ce niveau-là. Donc ça vaut la peine de préciser que même en cas de 2008, s'il y aura un crack immobilier, les maisons ne sont pas à risque en termes de saisie. Il ne peut pas y avoir de saisie puisqu'elles n'ont pas de crédit à l'arrière. Elles perdraient potentiellement de la valeur, certes. Il suffirait potentiellement d'attendre que l'immobilier remonte pour retrouver un capital propre. C'est des cycles. L'immobilier, c'est des cycles. Ça va monter, ça va descendre, mais à la finale, au bout de 10 ans, on est toujours gagnant. En théorie. Là, ce que je disais, c'était surtout valable par rapport au RMM, justement, puisqu'il y avait des personnes qui demandaient, par exemple, d'où vient le yield par rapport au RMM. Ben, c'est tout simplement les personnes qui vont vous emprunter du stablecoin de l'autre côté. En fait, que ça soit AAV ou que ça soit le RMM, c'est un véritable peer-to-peer. Ouais. C'est d'un côté, vous avez des gens qui ont de l'argent à déposer et qui vont le déposer en ayant un rendement qui va être celui qui est accepté d'être payé par celui qui va emprunter et vice-versa. En fait, c'est une personne qui prête et une personne en face qui emprunte. Et c'est aussi simple que ça. Tu peux rentrer peut-être aussi sur le détail de USDC ou XDAI, peu importe, pour voir les graphiques. Ouais, tout à fait. Comme ça, on a un historique aussi. Je ne sais pas lequel est le mieux, ouais, mais... n'importe. Ouais. Voilà. Ce qui est intéressant de voir, puis là c'est bien parce qu'on a tout l'historique depuis le lancement qui est encore affiché, puisque quand il était à 0 tout à gauche, donc c'est le lancement de la V3, bah, vous pouvez voir qu'on a un average à 7,4%, alors qu'on était en bear market. Hein. Ça c'est aussi une des particularités quand vous savez plus quoi faire de vos stablecoins en bear market. Venez jeter un coup d'œil au RMM parce que du coup nous on a un yield qui est relativement stable dans le temps. Pourquoi? Parce que derrière vous avez des propriétés qui génèrent, alors pour les plus anciennes entre 12 et 13% pour les plus anciennes des propriétés ou celles qui étaient à 10 et puis qui ont été réévaluées et puis du coup qui donnent un petit peu plus de rendement, et pour les nouvelles on est plutôt autour de 9-10%, et ça permet en fait de caper notre yield sur le RMM puisque les gens sont prêts à emprunter jusqu'à la valeur proche de ce qu'ils reçoivent en loyer, ce qui veut dire qu'ils financent les intérêts avec les loyers pour acheter plus de propriétés et potentiellement donc avoir une stratégie sur l'augmentation de capital, ce qui cape en fait le niveau. Dès qu'on voit que le niveau a baissé parce qu'il y a eu des apports de liquidité, très rapidement c'est réemprunté pour soit réinvestir dans l'écosystème Realty, soit même certains qui se payent des vacances ou qui vont acheter de l'Ether et du Bitcoin. Très bien. On avait une question sur Twitter et tout à l'heure, vous avez évoqué rapidement le sujet. Je crois que c'était Rémi par rapport à la Colombie. Et donc, il y avait, en termes de questions directes, est-ce que par rapport à la Colombie, c'est déjà bien avancé? Et est-ce que vous visez éventuellement des villes en particulier comme Cali, Pereira ou voilà, d'autres, de faire peut-être un petit point sur ça? Absolument. Alors oui, on est déjà très avancé en Colombie. On a même quelqu'un sur place qui est déjà en train de faire le sourcing, le recruiting et les interviews pour les property managers et pour la gestion de l'immobilier. Pour les villes, on va commencer avec Cali en première ville parce que cette personne est de Cali, donc on veut prendre avantage de son savoir du local. Ensuite, on travaille déjà sur Medellín et après on verra. Ça, c'est pour la Colombie, c'est ces deux premières villes. Les produits en Colombie vont être un peu différents parce qu'on va commencer avec du court terme et à Cali, surtout avec du Airbnb. Il y a un tourisme médical qui est assez important et conséquent en Colombie. Donc, le concept, c'est vraiment de prendre des Airbnb et de mettre une nurse 24 heures sur 24
en bas de l'immeuble pour pouvoir aider à changer les pansements à n'importe quel moment. Cette nurse demande un premium par rapport au prix de location et vous avez un shortage de Airbnb en ce moment pour le tourisme médical là-bas. Donc voici le plan pour Kylie pour commencer. Pour Mérидine, on en parlera un peu plus tard parce qu'on est encore à au moins 5-6 mois d'ouvrir ce marché-là. Ok, très clair. Il y avait quelqu'un qui demandait dans le chat qu'il n'avait pas compris, je ne sais plus où c'est la question. Il y en avait deux d'ailleurs. On avait une personne qui demandait quand on veut sortir potentiellement revendre des parts, comment ça se passe. Donc si vous pouvez détailler. Alors, du coup, c'était bien parce que c'était le point d'après le RMM. Donc, la deuxième chose sur laquelle Realty a travaillé sur la DeFi, ben, c'est le YAM, donc le You and Me, qui permet donc de faire pour les Français une sorte de Le Bon Coin. Donc, c'est une plateforme peer-to-peer sur laquelle vous pouvez poster des annonces ou acheter des biens immobiliers que les gens ont décidé de vendre. On a un volume de à peu près 400 000 $ par mois sur cette plateforme d'échange de gens qui se vendent, qui s'achètent. Alors vous pouvez faire soit des ventes publiques, c'est-à-dire que vous postez une offre et puis celui qui veut peut y répondre, et vous avez aussi la possibilité de faire des offres privées, donc vous donnez une adresse de wallet au contrat et il n'y a que cette adresse qui peut compléter le smart contract. C'est une plateforme qui est entièrement gratuite et qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui est libre. Vous pouvez y fixer le prix que vous souhaitez pour vos real tokens. Elle a beaucoup de succès, elle est fortement demandée. Et il y avait deux questions qui se rejoignaient, mais je pense que vous y aviez partiellement répondu déjà tout à l'heure, mais du coup on reprend si c'était pas clair pour tout le monde. Au niveau du financement primaire des bâtisses, apparemment, d'après ce que vous nous disiez, comme ça ne se fait pas à crédit, ça se fait en fonds propres, c'est ça? C'est ça, totalement. Ça se fait, oui, totalement en cash. Alors, et derrière, la plupart du temps, vous avancez au final l'argent pas très longtemps, puisque la majorité des propriétés partent une fois tokenisées en quelques minutes. Ça dépend de comment le contrat a été écrit pour la propriété et de la propriété. Donc oui, il y a des fois où on avance l'argent et ça dure pas très longtemps. Et il y a des fois où on n'a pas avancé l'argent parce qu'on arrive à la fin de la période d'inspection, quelques jours ou quelques semaines avant le closing. Et dans ce cas-là, la propriété est mise en vente aussi. L'argent va chez le closing agent, donc le notaire pour la France, pour les francophones. Et le closing se fait. Donc ça dépend vraiment des propriétés, de la vitesse dans laquelle le vendeur veut vendre et à la vitesse à laquelle l'inspection se fait. Comme on a quand même un gros volume de propriétés, on a un closing, on a des closings pratiquement tous les jours aujourd'hui avec Realty. Donc c'est nous qui mettons un peu la cadence parce que sinon on peut pas suivre le rythme aujourd'hui. Ceux qui ont déjà fait de l'immobilier, imaginez que toutes les semaines vous vendez des maisons entières. Toutes les semaines, il y a plusieurs maisons qui sont mises en vente. Et du coup, il y a toute la procédure qui est derrière pour les anciennes qui ont déjà été vendues, les nouvelles qu'on doit préparer pour le futur. Donc c'est un travail continu, permanent que Rémi fait depuis de nombreuses années maintenant avec un grand succès. C'est pas toujours facile. Et du coup, comparé au tout début, les premières maisons, elles étaient 100% financées, achetées par Realty, puisque ça mettait quand même plusieurs semaines à être vendu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, parfois, les maisons, elles sont vendues quasiment instantanément. Et du coup, voilà, la transaction se fait directement, en fait. Et là, en décembre 2024, vous en êtes globalement à combien d'utilisateurs, vu que ça fait 5 ans désormais tassé? Quelle a été la progression et est-ce que pour vous, justement, cette année 2024, qui au final est une année de bull run pour le marché crypto, est une belle année de croissance aussi pour le côté immobilier? C'est une belle année de croissance pour Realty en 2024. On s'approche d'à peu plus de 20 000 comptes actifs. On a une communauté qui grandit. Et quand je dis actif, c'est vraiment, on ne prend pas en considération les gens qui sont rentrés et sortis. C'est les comptes qui sont actifs aujourd'hui chez Realty. On a une communauté qui grandit également, on s'approche de 60 000 personnes qui regardent, 70 000 personnes qui regardent Realty de manière quotidienne sur nos réseaux sociaux. On a grandi également en chiffres dans toutes les métriques qu'on peut regarder, le nombre de clients, le nombre de ventes, le nombre de transactions et le nombre de propriétés aussi. Realty a grandi cette année, grandi depuis les 5 dernières années.
de manière assez importante. On espère que ça va continuer. C'est sûr que les bull runs aident également, mais créent de la frustration parce que l'immobilier, c'est pas aller au supermarché. On peut pas trouver on va pas dans un dealership de voitures pour acheter des voitures. Donc parfois, il n'y a pas assez à vendre. Je dirais même que les bull runs, c'est plus... Alors, on a une croissance, mais qui ralentit par rapport au bear market au final. Parce que les gens de l'écosystème crypto vont investir le maximum dans la crypto, faire des bénéfices, et ensuite revenir sur Realty avec leurs bénéfices. On a plusieurs gros investisseurs crypto qui ont des cycles. Ils sont là pendant une certaine période, et après, on les voit plus parce qu'on part en bull market, et puis après, ils reviennent, et ainsi de suite. Donc, on a des cycles qui sont presque inversés par rapport à la crypto. Ce qui est intéressant, puisque du coup, le bear market est souvent plus long que le bull market. Du coup, ça nous fait une petite pause quand même, enfin un ralentissement, mais qui continue en progression. Donc c'est des cycles qui sont complètement différents et qui sont vraiment, je trouve, intéressants pour ceux qui démarrent dans l'espace crypto. Et du coup, voilà, si on veut partir sur la suite de ce que Realty a fait, c'est un bon tremplin. À moins qu'il y ait encore des questions sur les sujets qu'on a déjà abordés, CM. Non, justement là, je pense qu'on avait fait le tour par rapport à ça et c'est intéressant ce que tu viens de dire parce que tu vois, j'avais pris un peu le truc à l'envers en mode il y a plus d'argent donc il y a plus de croissance par rapport à votre plateforme, ce qui est le cas même lors du bull run. Mais ce que tu dis fait totalement sens. Au final, ce qui se passe, c'est que une fois qu'on n'est plus en bull run et qu'on pense qu'on peut gagner plus que les 10% à peu près en moyenne de rendement qu'offrent les propriétés, c'est vrai que c'est là où les 10%, c'est uniquement sur la partie loyer. Après, tu as encore quand même le potentiel sur les prises de valeur de l'immobilier qu'il faut pas oublier, mais qu'on a toujours refusé de mettre en avant parce que c'est comme prendre une boule de cristal au final. C'est comme si maintenant je te demande quel est le prix de Bitcoin demain. Il peut être à plus comme il peut être à moins. On s'est toujours refusé à inclure dans le yield affiché sur le site quelque chose qui est imprévisible au final. On va dire cette dizaine de pourcents hors réévaluation qui effectivement amène un pourcentage additionnel. Et c'est vrai que ça fait sens de se dire qu'au final, dans les périodes de crise crypto, ce coup-ci, pendant les longs bear market et les longs hivers qu'on a malheureusement que trop traversé pour ceux qui sont là depuis suffisamment longtemps. Moi, je les ai toujours appréciés. Ça permet de charger. On a envie d'aller vers quelque chose de plus stable, de plus solide, de tangible. Et je pense que pour bon nombre de personnes, dans n'importe quel inconscient collectif, on va nativement vers de l'immobilier, vers du gold, vers des choses dures, des vrais assets durs, quoi. Il y a un produit qu'on a sorti cette année que je voudrais souligner quand même parce que en tant que professionnel de l'immobilier, j'ai trouvé ça assez incroyable. Grâce au RMM, on a été capable de financer un projet en préconstruction. Ce qui veut dire que le projet n'est pas encore construit, c'est les plans, ils ont commencé à faire le trou dans la terre. Ce projet, normalement, quand on met en préconstruction, on dépose 10% du prix de l'acquisition et après, sur la période de la préconstruction, c'est financé, mais il n'y a pas de rentabilité. Grâce au RMM, on a réussi à lever les fonds, avoir tous les fonds déposés sur le RMM, donc qui génèrent des rentabilités. Et à chaque fois que les développeurs en ont besoin, on prend les fonds du RMM pour les donner aux développeurs, qui permet d'avoir une rentabilité sur un produit en préconstruction qui généralement n'amène pas de rentabilité. En plus de ça, la valeur qui apprécie du bien qui est en train d'être construit, parce que le terrain vague n'a pas la même valeur que l'immeuble qui est fini et opérationnel. Donc ça, c'était une des nouveautés de Realty que j'ai trouvé assez cool de ce qu'on a pu réussir à faire grâce aux outils DeFi. Il y a aussi ce qu'on avait le walletless pendant plusieurs années, qui était un des vrais bottlenecks de Realty, parce qu'on a beaucoup d'utilisateurs qui viennent, qui ne sont pas du monde de la crypto. Et les wallets, c'était toujours compliqué. Michael, aujourd'hui, a réussi à nous mettre sur Abstract Account, mais je vais le laisser en parler un petit peu plus aussi. Voilà. Donc c'était le point d'après. Du coup, une des autres innovations de Realty qu'on a mis en place ces dernières années, c'était d'abord le walletless. Donc le walletless, pour faire simple, c'est des Gnosis Safe qui sont sécurisés par un contrat principal qui est relié à son compte sur Realty, qui permettait donc d'être en non custody. Donc ça veut dire que les gens étaient en pleine possession de leurs fonds, mais sans avoir à gérer de clés privées. Ça a l'inconvénient d'être
plus compliqué à interagir avec la DeFi parce que du coup, il faut faire des intégrations directement pour pouvoir interagir avec cette application-là sur la DeFi et c'est peu portable en termes de blockchain. Et du coup, on a cherché pendant un certain temps donc des solutions alternatives plus flexibles. Notamment, on a regardé les MPC et d'autres technologies. Puis, on est tombé sur l'abstract account et du coup, on a développé. Donc, on est en train de développer, de finaliser notre version d'abstract account qui permettra du coup d'être totalement libre dans la DeFi, d'être intégré et de pouvoir fonctionner comme un EOA au final, un wallet classique et d'interagir sans avoir à gérer la clé privée puisqu'on peut utiliser son email, son numéro de téléphone ou même du multifacteur pour se connecter. Donc en termes de simplicité d'accès, de facilité d'accès à la DeFi, on l'amène à un niveau supérieur. On a plusieurs innovations qu'on va aussi inclure dans cette abstract account. Notamment, il y aura la possibilité aux gens de souscrire un abonnement pour avoir les subventions de transactions et d'autres fonctionnalités. Et il y a le mode recovery aussi qui permet, donc si vous perdez votre login, mot de passe de social login, de pouvoir récupérer un accès via un mode de recovery. Voilà, il y a plusieurs choses qui vont grandement faciliter en fait l'adoption des nouveaux utilisateurs qui sont pas du tout à même à utiliser des clés privées. Il y en a beaucoup qui refusent ce genre de contraintes en fait. Autre chose qu'on a fait à Realty cette année, en 2024, c'est qu'on a lancé le RWA token à Holding, qui était une participation dans l'équité de la compagnie Realty elle-même. On a mis 5 millions de dollars de disponibles à la communauté Realty pour pouvoir investir avec nous dans Realty. Cette levée de fonds a été faite en moins de 20 minutes, qui était quand même un grand milestone. Quelques mois après, on a sorti le REG, qui est le token de gouvernance de Realty et qui est le début de l'écosystème de la DAO. Mais avant de te laisser partir dedans, Michael, j'aimerais répondre à la question de Crypto Passion qui dit, vous parlez de rentrer et sortir selon le bull run ou le bear, mais comment sortir rapidement de Realty quand vous ne rachetez que 2000 $ par semaine sur la vente market et rapide. Sur le marché secondaire, Crypto Passion, ça marche, ça bouge très très vite. Si tu vends dans les prix Realty, dans ce qui est affiché sur le site Realty, normalement en quelques minutes, tu peux avoir sorti de sommes conséquentes. Dernièrement, on a un client qui a sorti 36 000 $ en l'espace de moins de 24 heures. Donc, c'est assez liquide et il y a eu des plus grosses sommes faites en moins de temps également. Ça dépend de la propriété et du prix demandé, parce que bien sûr, vous pouvez demander le prix que vous voulez pour votre immobilier. C'est clair que si tu mets un x3 sur le prix du token, ça va être plus compliqué à le vendre, mais si tu le mets au prix ou avec un léger premium, normalement ça part assez rapidement. Et une dernière question avant de rentrer dans la DAO, parce que je sais que c'est un sujet sur lequel je ne vais pas pouvoir t'arrêter de parler après. Au niveau fiscal, c'est très simple. Consultez votre fiscaliste. Tous les pays, toutes personnes ont des choses différentes. On n'est pas expert dessus et je vous conseille fortement d'aller voir un fiscaliste de toutes les façons. Alors par contre, il y a une partie qui parle de la partie US et ça, on peut y répondre. Pour l'instant, sur les propriétés actuelles, il n'y a pas de retenue. Alors je suis pas fiscaliste et c'est pas du tout mon domaine, mais de ce que j'ai entendu, on a un mode de distribution des dividendes qui sont des retours sur capitaux, ce qui fait que pendant une période de 3 à 5 ans, à partir de la vente, il n'y a pas de retenue. Après, c'est probable, possible, mais Chéri, notre service compliance et comptabilité travaille fort pour éviter qu'il y ait des retenues à la source. Mais s'il devait y avoir retenue à la source, la France fait partie des pays qui ont des accords avec les États-Unis pour ne pas avoir de double imposition. Donc ce que vous payez aux États-Unis, vous le payerez pas en France. Ça sera déductible de vos impôts en France. Voilà. Mais j'en dirai pas plus parce que c'est pas du tout mon domaine de prédilection. Si Jean-Marc viendra, on pourra repartir peut-être sur la question. Il connaît mieux le sujet que nous à ce niveau-là. Et puis après, pour ce qui est de la fiscalité dans votre pays, comme l'a dit Rémi, le mieux c'est de consulter un spécialiste. On en discutait un tout petit peu avec CM et l'équipe juste avant le live.
c'est clair que pour 50 $, si vous essayez Realty, vous prenez pas un risque énorme et je pense pas que le fisc va venir toquer à votre porte si vous avez fait une erreur pour 50 $. Maintenant, si vous investissez 100 000 ou 200 000, c'est sûr que c'est une autre approche qu'il faut avoir. Et quand vous avez un montant pareil, je pense que c'est judicieux d'un point de vue général du patrimoine d'avoir quelqu'un de spécialiste qui peut vous faire des optimisations fiscales. Ouais, tout à fait d'accord. Et n'oubliez pas aussi qu'en France, vous avez la possibilité jusqu'à hauteur de 305 €, si ça n'a pas évolué ces dernières années. En gros, il y a 305 € qui sont exonérés au niveau de la plus-value. Donc, admettons que vous ayez mis 2000 $ la première année juste dans Realty, que vous n'ayez pas de crypto à côté et que ça vous ait généré 200 $ de loyer ou 240 $. Ben, grosso modo, si vous considérez ça comme de la plus-value pure et dure, et une fois de plus, là aussi, selon l'avocat fiscaliste qu'on consulte, il y aura des sons de cloche et des interprétations de la loi qui seront assez différentes, parce que voilà, personne n'est complètement convaincu par rapport à justement une loi qui, en tout cas en France, est parfois un peu, un peu brumeuse, on va dire, pour certains. Un peu mouvante aspects. aussi. Ouais, c'est ça. Donc, voilà, essayez comme d'hab, que ça soit pour Realty ou la crypto en général, d'être toujours le plus honnête et le plus carré possible en fonction de ce que vous faites. Mais d'un autre côté, si vous avez 1000 $ dans le game, commencez pas à passer des nuits blanches à vous dire est-ce que j'ai pas déclaré mes 10 $ de gains, mes machins. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vraiment sont en PLS par rapport au fisc avec juste 500 ou 1000 € en crypto. On n'est pas encore sur du Pablo Escobar, donc voilà, relax, et on prend une bonne respiration et ça devrait bien se passer. Bon, après, on vous encourage à déclarer tout correctement hein, pour autant, mais bon, vous faites pas des nœuds au cerveau si, effectivement, comme l'a dit Michael, vous n'avez pas des sommes conséquentes ou, en général, à partir d'une certaine somme, vous avez forcément un fiscaliste sur qui vous appuyez. Et puis dans tous les cas, si c'est fait avec la bonne foi, de ma connaissance de comment ça se passe en France, après si vous avez essayé de tricher c'est encore différent, mais que vous avez essayé de bien faire et puis que malheureusement vous vous êtes trompé, imaginons que vous auriez dû payer 5000 € de frais de taxes et que vous en avez payé que 2500 parce que vous avez trompé de ligne, vous avez mal présenté la chose, mais que vous étiez de bonne foi, en principe le fisc ne va pas vous mettre d'amende et vous sanctionner, il va juste vous dire bon tu payes la différence. Et pour finir sur la fiscalité, parce que je sais que c'est un sujet qui est passionnant, il y a un Telegram Realty Fiscalité où chaque personne de pays, de la communauté de son pays s'entraide et se donne des conseils et se disent que leurs avocats et leurs fiscalistes leur ont dit. Donc s'il y a des questions dessus, je vous conseille sincèrement d'y aller. Pour la France, voilà, le lien a été posté. Merci Antoine. Quelque chose de plus amusant. Michael, parle-nous un petit peu du REG. Comment il fonctionne? Avant le REG, il faut revenir sur l'idée de Realty, de décentralisation, parce que là, ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant, c'est Realty qui contrôlait les smart contracts du RMM, du YAM, etc. Donc, c'est pas très décentralisé, c'est pas très défi au final. On utilise la blockchain, mais c'est pas très défi. Et du coup, dans cette optique de vouloir décentraliser et de redonner au final l'écosystème blockchain à la communauté, comme ça se fait en général, et c'est comme ça qu'on l'aime, eh bien on a décidé de lancer donc la DAO, et pour cette DAO, donc du coup on a un token qui s'appelle le REG, donc le Real Token Ecosystem Gouvernance, qui permettra beaucoup de choses. Alors on va peut-être pas pouvoir avoir le temps d'aborder tous les aspects de ce token là, mais il a déjà de nombreux cas d'usage qui sont prévus. C'est un utility token, donc il n'y a pas de KYC, il est totalement libre, transférable, vous pouvez l'utiliser comme n'importe quel token de la DeFi pour principalement voter, mais aussi dans l'écosystème avoir plein d'avantages. Et on a donc cette gouvernance qui commence gentiment et progressivement à se décentraliser. Alors au début, on a lancé la gouvernance V1, donc qui a été lancée cet automne, qui est relativement centralisée et restrictive. Pourquoi ? Parce qu'on a un écosystème avec beaucoup de gens qui ne sont pas de la crypto et qui apprennent et qui découvrent. Et du coup, il a été choisi de
progressivement décentralisé pour laisser le temps à la communauté d'appréhender en fait tous ces nouveaux concepts de DAO, de vote on-chain, de décentralisation, de gouvernance et tout ce qui va avec un token de gouvernance. Donc on a plusieurs votes qui sont déjà passés, on est en train d'élire des gens qui seront donc des proposeurs. Donc la communauté va pouvoir librement proposer à travers ces proposeurs des propositions pour l'écosystème, pour commencer à gouverner. Et on a publié un plan de décentralisation pour arriver à une DAO entièrement autonome d'ici 2 ans, probablement, avec la V2 qui devrait sortir d'ici 1 an à 2 ans. Lucien, tu voulais dire quelque chose avant que je parte sur la partie spécifique qu'on va développer? Non, ça paraît très clair et c'est cool de voir que vous prenez pas le côté décentralisé et blockchain à la légère et que vous bossez. Ça me fait un peu penser à Swissborg aussi, tu vois, qui au travers du temps ont une vraie vision comme ça, où ils essaient de pousser très fort vers le côté DeFi. Et franchement, c'est cool. Pas plus à dire, non. J'écoute et je suis content de voir qu'on a des projets qui ne prennent pas juste le buzzword de blockchain en mode parce que ça fait joli et qui au contraire œuvrent dans le vrai sens de ce que devrait être ce qu'on appelle le Web 3. Ouais. Ça a toujours été un des souhaits, des désirs de Realty d'être dans la décentralisation et d'être au plus proche possible de l'esprit Bitcoin et Ethereum bien sûr. Mais de par la nature des security tokens, on est fortement centralisé à ce niveau-là et on a beaucoup de restrictions et d'obligations légales de compliance, de reporting, etc., qui fait que ça complexifie énormément en fait toutes ces étapes-là. C'est aussi, j'ai vu passer un peu tout à l'heure si on acceptait de la tokenisation de biens en France et des choses comme ça. Pour le moment, on n'est pas en Europe, on aimerait. La tokenisation est totalement possible en Europe. Par contre, on se prive de tout l'écosystème en fait blockchain, tout l'écosystème DeFi, etc. Parce que tout ce qui est marché secondaire, tout ce qui est échange libre est extrêmement régulé en France et aujourd'hui n'est même pas possible en l'état avec des security tokens. Donc du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui Realty n'est pas présent sur le marché européen, parce que proposer le même produit mais sans la liberté et sans les fonctionnalités que peut offrir le RMM, le YAM et les autres applications, ça n'a pas de sens pour nous. Donc, la gouvernance, pour y revenir, la version 1 qui est actuellement en fonction, donc c'est une version qui est standard. On utilise les smart contracts d'OpenZeppelin, le Gouverneur et le Time Locker. Donc on est vraiment une gouvernance basique standard et on a déjà sur le planning la V2. La V2 c'est quoi? La V2 c'est l'introduction de ce qu'on a annoncé dans notre white paper, l'introduction d'une gouvernance avec des NFT. C'est révolutionnaire, en tout cas on pense que c'est révolutionnaire, que personne n'a encore fait ça jusqu'à aujourd'hui. Les NFT ce sera pas juste des ERC 721 qui sont des JPEG, mais il y aura bien d'autres fonctionnalités. Je donnerai pas le standard qu'on va utiliser, c'est un standard qui est encore très peu utilisé et qui est en cours de finalisation au niveau des NFT, qui permettra énormément de choses supplémentaires par rapport à un NFT classique. Donc on va pousser le concept de NFT bien plus loin que ce qu'on peut voir comme cas d'usage au jour d'aujourd'hui au niveau des NFT. Vas-y. D'ailleurs, on demandait sur le chat, est-ce qu'il va y avoir un alpha pour, est-ce qu'on va donner un petit alpha? Pour ceux d'entre vous qui veulent un alpha, à partir de mercredi, vous pourrez acheter un token Real Token et recevoir un reg pendant la période des fêtes. Ça va durer 5-6 jours. Donc ça vous fera rentrer en même temps dans l'écosystème Real Token et dans l'écosystème de la DAO. Ah, voilà Jean-Marc. Bonjour à tous, je n'ai pas pu me présenter avant, j'étais en rendez-vous et ça continue. C'est la dernière semaine, le wrap-up de fin d'année est intense cette fois-ci. En tout cas, je suis content d'être là et merci à tous de nous suivre. Jean-Marc, Michael était en plein dans l'explication de la DAO. J'entendais. Ah, tu entendais, voilà. Donc du coup, on a cette partie NFT, donc on en aura 3 différents qui s'adressent à 3 profils de personnes très différentes. Donc on a le NFT Citizen, qui est le NFT accès très communautaire, très
DAO, donc participation, etc. Donc tout ce qui sera production de contenu, tout ce qui sera avantage de vote et tout ce qui touche directement la DAO sera régi par ce NFT-là, qui apportera plein d'avantages divers et variés. Il ne sera pas achetable, enfin en tout cas pas si quelqu'un ne décide pas de le vendre, il ne sera pas achetable. Il sera attribué donc aux early adopters de l'écosystème qui ont eu des wallets actifs durant les 5 premières années d'existence de Realty. Voilà, donc ça, ce sera le premier NFT qui verra le jour. Ensuite, on a un autre NFT qui sera le NFT Collector, qui lui s'adresse plus à un profil investisseur, des gens qui veulent plutôt du revenu passif et qui n'ont pas forcément du temps à accorder à une DAO et à tout cet écosystème complexe qui peut être parfois prenant. Et du coup, c'est un NFT qui, lui, sera achetable. Donc, on pourra acheter et le bénéfice de cette vente ira directement à la DAO pour financer ensuite ce que la DAO décidera, apporter de la liquidité dans les différents protocoles ou payer des développeurs pour développer d'autres applications de l'écosystème. Voilà, ça sera aussi un NFT qui apportera quelques avantages, toujours axés sur la partie finance. La mécanique va être assez intéressante là au-dessus, puisqu'on aura 10 niveaux de rareté, et en fonction du niveau de rareté, donc le niveau de 1 à 5, ça sera des NFT qui seront mintables, donc achetables, mais sans supply fini. Par contre, il y aura un délai, il y aura une année probablement pour pouvoir l'acquérir. Et ensuite, on aura des NFT beaucoup plus rares qui seront donc le niveau 6 à 10 de rareté, qui eux seront donc limités en nombre, par contre pas limités en temps. Donc ça veut dire qu'on aura potentiellement plus de temps pour pouvoir les acquérir. Et ensuite, on a le dernier qui comprendra une innovation, je pense, qui va intéresser beaucoup de gens, même ici sur ce stream, même peut-être toi, CM. C'est le NFT Activity qui, lui, récompense en fait l'activité, mais l'activité dont on reste propriétaire. Et principalement, enfin, surtout les créateurs de contenu, que vous ayez une chaîne YouTube ou un site web qui publie des articles ou peu importe le contenu que vous allez avoir, ce NFT va être capable d'authentifier vos contenus off-chain au niveau on-chain et de vous récompenser pour le travail que vous avez effectué. Je suis quelqu'un qui est totalement anti-publicité. Par contre, je pense que tout producteur de contenu qui fait du contenu de qualité doit être rémunéré d'une façon ou d'une autre. Et là, avec ce système-là, on tient un nouveau cas de rémunération pour les créateurs de contenu. Voilà. Donc ça sera les trois axes. Mérite récompense et tout travail doit être rémunéré. C'est notre façon de créer cet écosystème. Et Michael a très bien réimaginé la proof of work qui est à l'origine de la blockchain en imaginant cette proof of création ou proof of bien sûr, proof of creation, proof of work, proof of whatever it is, mais en tout cas le travail est rémunéré. C'est toujours ce que j'avais aimé à la base dans le mining de Bitcoin, un travail est rémunéré. Ce que j'étais en train de me dire, c'est il y a des choses que je savais et là, par exemple, les NFT, ben, je l'apprends en même temps que vous êtes en train de le dire et j'étais en train de me dire en fait dans ma tête, mais quel roadmap et quel boulot accompli. J'ai l'impression que d'une année sur l'autre, à chaque fois qu'on se voit, vous nous dites, ben voilà, on a fait ça, 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 il y a d'autres trucs qui arrivent et vous avez à la fois fait ce que vous aviez dit et en plus, il y a encore d'autres choses à chaque fois. Donc, je pense que vous vous arrêterez pas en cours de route, mais franchement, c'est surprenant parce que la plupart du temps, de 2 ans en 2 ans, les projets qui sont liés de près ou de loin à la crypto, il y en a quand même qui finissent par se casser la gueule, par disparaître, par prendre une mauvaise direction, par pas réaliser ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire. Et là, c'est assez rare, je pense, pour être noté quand même, que à la fois vous tenez votre roadmap, vous écoutez la communauté, vous essayez de faire en sorte d'être une DAO et de partir du côté de la décentralisation. Donc, quel est le loup, j'ai envie de dire, chez Realty? Où se cache le diable? Mais il n'y a pas de diable. En fait, les Realty, c'est une équipe de passionnés. Tout simplement. Mais il y a un diable. Et je pense... Non, il n'y a pas de diable. Il n'y a pas de diable. C'est une équipe de passionnés que ce soit les développeurs, que ce soit les gens sur le support, que ce soit à n'importe quelle échelle, c'est un des
des critères de recrutement, on va dire, c'est d'essayer de trouver des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font. Et cette passion amène en fait à la création d'un écosystème agréable, innovant. C'est dur, c'est pas toujours facile. Il y a d'énormes défis et on fait beaucoup de travail, c'est vrai, avec une équipe relativement restreinte, mais on a une roadmap aujourd'hui, CM, je pense, pour 10 ans. Pour 10 ans, j'ai du travail pour une équipe. Au minimum pour 10 ans. Mais l'équipe va grandir. Non, le loup, le petit démon qu'on a et qu'on essaye de composer avec, c'est que on avance très vite, comme vous l'avez vu, et on réalise beaucoup de choses. Mais il y a derrière ça une tradition, une réalité de l'industrie dans laquelle on est actuellement, qui est immobilière, euh, qui n'avance pas aussi vite. Et qu'on le veuille ou pas, il y a des étapes dans l'administration, dans la gestion, dans les choses immobilières qui sont plus lentes. Et donc, il y a cette différence de rythme qui, de temps en temps, pose des difficultés. Un autre démon, c'est qu'on avance aussi au rythme des compliance et, et de l'évolution des régulations. Mais Alors, heureusement, je voulais je revenir voulais sur une juste chose dire que CM. heureusement qu'il y a quand même des gros groupes maintenant qui se lancent dans la tokenisation et ça pèse beaucoup sur le régulatory. Quand je parle de gros groupes, je veux dire BlackRock, bien sûr. En parlant de régulation et de ce que CM disait, qu'on essaye de faire ce qu'on dit, ça prend un peu de temps chez Realty, mais on y arrive. On parlait de la liquidité à un moment. Et pendant longtemps, on a été bloqué à 2000 personnes par propriété, par compagnie. On a réussi à passer ce cap il y a quelques semaines. Il n'y a plus de limite d'utilisateurs par propriété, ce qui va faire monter la liquidité de manière assez incroyable. On travaille sur une dernière solution, et ça, je ne sais pas pour quand, mais au moment de l'inscription, vous serez whitelisté sur toutes les propriétés automatiquement. On y arrive, je ne sais pas pour quand. Automatiquement, peut-être pas. Il y a encore des signatures, il y a encore de la paperasserie à faire et des choses. Voilà. Mais on a. Ça dépend de ta définition d'automatique. On va simplifier le système, en tout cas de onboarding et de whitelisting et de signature de documents. On travaille dardard dessus avec les avocats et avec la compliance, mais apparemment, il y a des façons de faire. Étape par étape, comme on dit chez Realty. Voilà. Techniquement, c'est possible, mais là, du coup, c'est ce que je disais un peu plus tôt dans le live, c'est que on a des contraintes administratives qui peuvent être parfois compliquées, qui font que ça peut ralentir les processus d'évolution de l'écosystème. Voilà. Eh ben, moi, je suis tenu en coup de vent. Je suis navré, mais je dois y aller. J'ai mon autre rendez-vous qui commence. Je vous remercie beaucoup. Je vous laisse entre les mains de Rémi et de Michael. Merci beaucoup à tous et merci CM. Merci Jean-Marc. Bonne soirée. Bye. Donc pour revenir à cette roadmap, c'est vrai qu'on a une roadmap qui est relativement ambitieuse, que ce soit avec le Abstract Account qui est actuellement en développement et qui va prochainement être ouvert à tous les utilisateurs, que ce soit avec la DAO qui peut être critiquée par certains puristes, puisqu'au final aujourd'hui on est relativement centralisé sur cette DAO, mais l'objectif final c'est quand même d'arriver à quelque chose sur du long terme qui soit innovant et décentralisé. Et cette DAO, elle a un point très important dans l'écosystème pour pouvoir attirer d'autres acteurs, parce qu'on est conscient chez Realty que Realty ne pourra pas tokeniser tous les actifs du monde, qu'on n'a pas les compétences pour pouvoir le faire sur n'importe quel actif, dans n'importe quel pays du monde, et que du coup, il y aura deux possibilités, soit des acteurs sont intéressés à faire de la tokenisation dans leur pays et vont rejoindre la team Realty. Ça, c'est le premier axe, c'est le plus facile. Des spécialistes qui arrivent et qui proposent leurs services en tant qu'employés dans Realty. Et le deuxième axe, c'est de pouvoir proposer la technologie en marque blanche et l'écosystème que l'on possède à travers la DAO, et du coup d'avoir des acteurs autres que Realty qui apportent aussi de la tokenisation dans l'écosystème. Donc on a une ambition assez importante à ce niveau-là pour faire grandir en fait cet écosystème de tokenisation autour de Realty au début, mais qui devrait s'étendre en fait au Real World Asset de façon plus générique. Et d'ailleurs, on peut même imaginer, oui, quelque chose qui se ferait par la suite éventuellement en marque blanche par rapport à C'est ça. Realty qui apporterait pour d'autres solutions. Et j'étais en train de penser tout à l'heure, quand vous parliez de BlackRock et compagnie, c'est vrai qu'on avait même le PDG de Mastercard qui avait déclaré il y a quelques trimestres
que le côté tokenisé des actifs comme ça, des biens réels et ce qu'on appelle le RWA aujourd'hui, atteindrait des milliers, des dizaines de milliers de milliards plus tard. Est-ce qu'on peut penser que demain, éventuellement, Realty, qui a été un des précurseurs par rapport à tout ça, pourrait se rapprocher justement d'une superstructure comme un BlackRock, comme les banques d'affaires très très importantes et voilà, enfin, c'est une question que je me posais, mais en fait, si on regarde d'un point de vue pur entrepreneurial, c'est soit eux vont développer leurs solutions et au final, vous allez avoir une concurrence qui peut-être sera un peu déloyale, peut-être pas sur l'immobilier, mais sur les autres classes d'actifs qui sont tokenisables, ou bien ils vont essayer de vous absorber éventuellement ou de faire un partenariat. Mais c'est une question qui peut se poser. Il y a une troisième solution à tout ça. Ils peuvent utiliser notre écosystème, notre technologie sans avoir à redévelopper quoi que ce soit et juste faire grandir l'écosystème de Realty lui-même. C'est tout ce qu'on fait va être open source, va être ouvert. C'est sur ça qu'on mise en fait, CM, c'est de se dire l'ADAO, si l'écosystème blockchain était propriété intégrale de Realty, la probabilité que d'autres acteurs viennent serait beaucoup plus faible que si c'est quelque chose d'ouvert et de décentralisé sur lequel ils peuvent avoir un impact en acquérant du REG par exemple, donc le token de gouvernance, et en participant à la DAO de façon complètement trustless au final. N'importe qui peut rejoindre la DAO en respectant les règles qui ont été dictées par cette DAO. Et de ce fait, on pense qu'il y aura des acteurs majeurs potentiellement. Alors après, quelle est la taille? Est-ce que ce sera un BlackRock qui va rejoindre l'écosystème? Je suis pas Dieu, j'ai pas de boule de cristal, donc je vais pas pouvoir me prononcer. Mais si on regarde comment est fait le monde traditionnel de la finance, il n'y a pas un acteur qui contrôle l'intégralité de la finance. C'est un ensemble d'acteurs qui cohabitent les uns avec les autres. Pareil pour l'immobilier, pareil pour tous les actifs au final. Il y a des acteurs qui sont probablement plus gros que d'autres, mais ça n'empêche pas d'avoir une part du gâteau. Alors est-ce qu'on sera dans la grosse part du gâteau? Est-ce que ce sera une plus petite part de gâteau? Moi personnellement, si on n'a que 1% de la valorisation de tout ce qui peut être tokenisé, je pense qu'on sera déjà pas trop mal en termes de taille. Ça devrait représenter quelque chose d'assez massif. On va essayer d'avoir un peu plus que 1%, mais bon. On peut essayer d'avoir plus, mais après le marché décidera. Maintenant, à BlackRock, pour reprendre ton dire, CM, à mon avis, sont trop gros pour rejoindre un écosystème. Ils vont plutôt soit créer leur propre écosystème de zéro, ou soit absorber un acteur qui serait majeur ou qui aurait des technologies qui les intéressent. Il faut savoir que certains des processus que nous avons mis en place, on est en train aussi de faire des brevets justement là-dessus pour protéger contre le vol potentiel d'un travail qu'on aurait pu fournir, tout en restant open source, c'est pas incompatible. D'ailleurs avait fait ça, puisqu'ils avaient, puis Uniswap aussi, ils ont une licence business dessus, donc pendant X années, vous pouvez pas utiliser leur code, vous pouvez le voir, vous pouvez le copier, mais vous pouvez pas l'utiliser de façon active sur la blockchain sans autorisation du protocole en question. Oui, ouais, c'est important de vous protéger, normal. Ouais. Puis vu tout le temps que vous avez mis justement pour faire les choses correctement et en arriver là où vous êtes aujourd'hui, ça serait dommage effectivement de se faire voler la vedette pour des histoires de brevets, de dépôts, ouais. On l'a tous connu avec Uniswap V2, je veux dire, on a vu le nombre de forks qui ont été faits à la volée, alors que Uniswap avait quand même fourni un travail assez conséquent derrière, entre les audits, entre tout ce qui a été fourni. Donc voilà, c'est un des axes sur lesquels il faut qu'on fasse attention. C'est pour ça qu'on va avoir des brevets, ce qui ne veut pas dire qu'on n'aura pas des possibilités de marque blanche ou des choses comme ça, mais ça sera contrôlé comme l'a fait avec Realty. Au final, on a posé la question, on a fait un accord avec AAV, et on a pu utiliser la V3 assez rapidement après sa sortie parce que on était en accord sur le mode de fonctionnement. Donc ça bloque pas en fait le système, mais ça permet à des acteurs de se mettre au diapason et d'empêcher les vols sauvages de tout un travail, tout le fruit d'un travail conséquent. Yes, c'est super intéressant, ça permet vraiment d'avoir une vision globale et
on voit qu'en termes de vision, justement, comme tu disais, vous essayez de vous projeter sur 5 à 10 ans. Donc, c'est quand même, quand on parle de l'immobilier, peut-être pas si long pour les gens qui viennent de l'IMO, mais pour ceux qui viennent de la crypto, comme on a tendance à être vraiment sous le nitro avec ces petits cycles de 4 ans, c'est déjà beaucoup. Donc, c'est déjà un miracle, justement, que vous soyez autant développé en si peu de temps. Et on vous souhaite, bien entendu, le même développement pour les 5 à 10 ans à venir. Hein. Et c'est que le début. Et c'est que le début. Merci beaucoup. On aura peut-être été précurseur d'une méga giga révolution et ça ne sera pas plus On fier, espère. Hein. Ben, honnêtement, espère. Honnêtement, avec la gouvernance V2, j'espère qu'on va inspirer d'autres DAO avec notre mécanique qui vont peut-être nous copier ou qui vont faire un accord avec nous pour pouvoir utiliser le même processus. Mais en tout cas, j'espère qu'on va apporter un petit quelque chose dans l'écosystème DeFi de nouveau. Voilà. En tout cas, ça fait, comme tu disais, Rémi, la 5e fois peut-être qu'on vous reçoit depuis ces 4 dernières années, j'imagine. Et 5 ans même, depuis qu'on est là. Et j'ai envie de dire, vous faites presque partie des murs maintenant, parce que c'est vrai qu'au tout début, c'était assez marrant de voir cette tokenisation immobilière. Et en tout cas, ça fait vraiment plaisir de voir non seulement que vous êtes encore là, que vous avez plein d'idées dans le sac et que les choses avancent. Et que ça fait partie des projets, parce qu'on l'a souvent dit avec CM, parce qu'il y a beaucoup de gens des fois en dehors de notre communauté, mais qui ont tendance à oublier qu'on n'est pas là nous, pour discuter, tu vois, de trucs éphémères. Et en tout cas, ça fait plaisir de voir que quand on s'intéresse des fois à des choses et qu'on sent les choses qui sont bien, les personnes qui sont derrière, qui sont balèzes, que voilà, 5 ans après, elles sont encore là et qu'elles disent que dans 5 ans, elles seront toujours là et encore plus fortes, entre guillemets. En tout cas, c'est cool. Et avec toujours cette idée de vouloir innover. C'est pas juste faire du copier-coller de ce qui existe ou utiliser des termes NFT, blockchain, etc. Je vais te gratter le numéro de l'ERC en bac. Voilà, on essaye toujours d'aller un cran au-delà, d'aller plus loin et d'adapter, parce que on a fait des expérimentations avec du Uniswap V2, avec du Uniswap V3 aussi, donc au niveau des types de smart contracts. C'est pas adapté à notre écosystème, à l'immobilier, à la façon dont tout ça fonctionne. Et du coup, on a aussi dans les paniers un petit DEX qui va sortir, j'espère courant 2025, qui permettra en fait de reprendre les concepts existants et de rajouter en fait la couche qui rend le truc utilisable dans l'écosystème pour concentrer la liquidité, pour rendre tout ça encore plus liquide. Donc pour ceux qui s'inquiètent de la liquidité et qui pourraient penser qu'aujourd'hui c'est pas suffisamment liquide, mais je vous rassure, si vous avez 10 000 ou 20 000 $, aujourd'hui c'est ultra liquide dans l'écosystème du moment que vous revendez les tokens au prix proche du prix qui est le prix officiel de l'évaluation sur le site Realty, eh bien vous allez avoir une vente qui va se passer très rapidement. Maintenant, si vous avez 100K ou 200K, ça prendra peut-être une semaine, peut-être un petit peu plus, un peu moins, ça dépend des maisons, ça dépend des yields derrière qu'il y a, mais vous allez pouvoir potentiellement vous en séparer relativement rapidement. Et avec le DEX, eh bien on devrait encore améliorer cette liquidité-là, puisque le DEX sera couplé au YAM V2 aussi, parce qu'on aura une deuxième version du YAM qui va sortir, j'espère aussi en 2025, et coupler les deux ensemble, en fait, on va essayer d'optimiser encore cette liquidité pour rendre la chose encore beaucoup plus liquide. Mais je te rejoins en tout cas sur les différents ERC qu'on peut utiliser, alors en règle générale et puis en DeFi aussi, puisque moi c'est aussi une réflexion que j'ai eue vis-à-vis du protocole que je construis, Majora, et où on voulait justement avoir quelque chose qui soit, alors nous dans notre cas c'était de la semi-fongibilité dont on avait besoin, et donc c'était assez cool de pouvoir voir qu'il y a d'autres personnes qui travaillent sur d'autres standards avec plus de fonctionnalités et qui ne soient pas juste du 721 ou du 1155, qui sont sympas mais au bout du compte qui sont vraiment adaptés à certains usages et pas du tout à d'autres. Et comme ça, il y a beaucoup de RC qui sont sortis. Il y en a très peu qui sont utilisés en vrai, en règle générale. Et pourtant, il y a quand même du développement à ce niveau-là. Et donc, après, bien sûr, ça vient avec son lot de risques.
son, j'ai envie de dire, son package d'audit à mettre par-dessus pour être sûr que ça fonctionne. Ça fait vite monter la facture d'audit quand tu pars dans des ERC qui sont un peu plus exotiques. C'est ça, je te confirme. Voilà. Surtout quand tu fais de l'intégration au milieu d'autres trucs, etc. Donc, c'est bien que tu abordes ce sujet. Je pense que c'est bien que tu abordes ce sujet parce que c'est quelque chose que les gens se rendent pas compte en fait derrière. C'est le travail titanesque qui doit être fait pour la partie blockchain, parce que ça n'a rien à voir avec du Web 2. Le Web 2, vous avez un problème, un bug, ben vous poussez vite une mise à jour et puis c'est réglé, c'est terminé, etc. Là, dans le Web 3, avec les smart contracts, on peut faire des mises à jour, mais chaque tentative de mise à jour, c'est un risque phénoménal de tout casser. Et en plus de ça, il faut vraiment que ça soit audité. Et du coup, derrière, c'est des coûts conséquents. Michael, je vais t'arrêter parce que moi aussi, malheureusement, je suis obligé d'y aller. On a une vente mercredi avec les règles token associées et Compliance a des petites questions pour moi. Bonne chance CM, Manu et toute l'équipe, merci encore de nous avoir reçus. Merci de soutenir Realty depuis tant d'années. Bonne année, bonne santé et qu'on ait encore plein d'années ensemble. J'espère qu'on va se revoir un peu avant quand même. Merci Rémi d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Merci beaucoup. Donc c'est vrai que toute la complexité derrière la partie blockchain, c'est souvent sous-estimé par beaucoup de projets. Je pense aussi, CM, pour rejoindre ce que tu disais, des projets qui viennent et qui tiennent 1 an ou 2 et qui disparaissent. C'est aussi probablement lié à cet aspect développement derrière la partie blockchain et aussi potentiellement, si c'est du real world asset, la partie compliance derrière et conformité qui est relativement lourde et souvent sous-estimée. Donc c'est bien que tu aies abordé le sujet parce que c'est un point souvent sous-estimé. Non, mais c'est vrai que c'est… Et ce que je voulais souligner, c'est qu'en fait, on a vraiment énormément de possibilités encore d'innovation en blockchain en règle générale de la part de ces standards qui diffèrent parce que vraiment, ça ouvre des nouveaux cas d'usage. Il y avait des systèmes, moi je vois dans ce qu'on utilise, au bout du compte, il y avait des systèmes qui existaient mais qui n'étaient pas du tout pratiques. Et là, on peut faire des choses qui sont vraiment cool, comme par exemple, je sais pas, tu vois, diriger du yield sur plusieurs adresses, sur plusieurs personnes, mettre par exemple, ça pourrait équivaloir dans le monde réel à par exemple si il y a quelqu'un qui est un apporteur d'affaires et que vous lui promettez quelque chose, il n'y a pas besoin de confiance, tu vois, de choses comme ça. Il y a énormément de use cases qu'on peut mettre en place et qui sont vraiment sympas et où, grâce à la blockchain, comme d'habitude, on enlève le côté confiance et ça fait que les choses ont beaucoup plus de chances de bien se passer. Ouais, ça c'est clair que la partie blockchain, pour ça, c'est l'idéal, c'est de pouvoir retirer cette partie confiance, même si dans notre écosystème Realty, la confiance doit quand même rester dans l'entreprise qui tokenise les actifs, puisqu'il y a quand même une intermédiation qui ne peut être aujourd'hui des intermédiaires, mais on espère bien que peut-être un jour on puisse tokeniser directement les actifs du cadastre. Alors ça demanderait potentiellement des cadastres qui soient sur blockchain et puis qu'on puisse inscrire du coup les tokens directement à ce niveau-là, ce qui n'est pas encore le cas au jour d'aujourd'hui. Et pour le moment, on reste sur cette pente où il faut un représentant moral ou physique pour pouvoir faire l'intermédiaire de confiance au final qui s'occupe des actifs tokenisés. Après, ça dérange peut-être une partie de la population qui est très cryptophile. Ce qu'on voit nous dans notre écosystème, c'est que nos clients, au final, et à mon grand regret, sont très bank-friendly. C'est-à-dire qu'ils aiment bien confier leur argent et démerdez-vous avec ça et j'en prends pas la responsabilité. Donc on essaye aussi de pousser ces gens-là à comprendre tout l'intérêt d'être son propre custody, mais c'est pas toujours simple. Mais bon, voilà, du coup, on œuvre beaucoup sur cet aspect-là et l'abstract account va énormément aider parce que on peut mettre des mécaniques automatisées à l'intérieur qui ne sont accessibles que par le propriétaire du wallet. Donc, du coup, d'être à 100% custody, mais avec une expérience plus Web 2, style custody plus classique, comme un compte bancaire ou des choses comme ça. Mais on a encore très régulièrement, comment on fait pour charger notre compte Realty? Eh ben non, désolé, t'as pas de compte Realty. T'as juste un compte classique sur un site
Web 2, mais tu peux pas charger ton compte avec des euros, ça marche pas. On n'est pas custody des fonds et ça, les gens nous le demandent encore malheureusement trop souvent. Mais bon, ça va tenter à changer dans le futur. Il faut qu'ils comprennent Le concept. Le concept de décentralisation, etc., c'est un bon chemin. Je pense que ça viendra assez vite avec tout ce qui se passe en Europe. On risque d'avoir des blocages de banques et de comptes bancaires comme ça s'est passé en Grèce il y a quelques années. Et du coup, les gens l'apprendront dans la douleur. À leur dépend, malheureusement. À leur dépend. Mais c'est souvent comme ça que tu fais les meilleurs apprentissages. Hein. C'est en mordant la poussière que tu comprends que bon, c'est pas toujours facile et que ça marche pas toujours comme c'était prévu. Tout à fait. Eh ben, je pense que sur ces belles paroles, ça nous fait une petite heure 20 ensemble et on a traité vraiment en long, en large du sujet et on a vu qu'il y avait de très belles choses à venir. On a répondu aux questions du chat et voilà, c'était vraiment cool de pouvoir faire le point. Je ne m'attendais pas à autant de news, autant d'infos, même des trucs dont je soupçonnais même pas l'existence. Oh, pourtant, ça a été communiqué. Hein. Ben ouais, non, mais c'est vrai qu'après, nous, au travers du temps, mis à part quand il y a des grandes infos qui apparaissent sur le fil, le Twitter ou des trucs comme ça, je participe pas au community call toutes les semaines où voilà, on suit un peu tous les projets de loin, tu vois, mais on ne peut pas. Oui, c'est sûr que vous pouvez pas être dans le détail. Ouais, c'est assez compliqué et d'autant plus avec le bruit là du bull run, je te raconte même pas. Même en lisant 12 heures par jour Twitter, on passe à côté de la moitié des informations, donc c'est un peu compliqué. Mais sinon, ouais, c'est assez fou ce qui est en train d'être réalisé. Et comme on l'a dit tout à l'heure, voilà, on vous souhaite vraiment le meilleur, que les 5 prochaines années, voire 10, se passent aussi bien que les 5 déjà réalisés. Et on continuera bien entendu de faire le point comme ça une fois tous les 6 mois ou tous les ans pour que vous nous donniez justement la suite de cette immense roadmap. Et du coup, en attendant, les gens qui sont intéressés à mieux comprendre donc où on va avec la DAO, je vous invite à aller sur le wiki.realtoken.community. Il est traduit en 4 langues et on a aussi un petit peu innové sur ce wiki puisqu'on a quasiment tous les chapitres qui sont marqués par des petites étoiles, 1 étoile, 2 étoiles ou 3 étoiles. Ça indique en fait le niveau de difficulté et pour chaque chapitre, on a essayé d'adapter le texte aux différents niveaux de compréhension des gens. Donc 1 étoile, c'est pour les ultra débutants, 2 étoiles, c'est pour des gens qui comprennent un petit peu l'écosystème et puis 3 étoiles, on va vraiment dans le technique. Donc n'hésitez pas à aller sur wiki.realtoken.community pour en savoir plus un petit peu sur la roadmap de la DAO et comment ça va fonctionner. Voilà. Super, vous avez le lien dans le chat directement. Et Merci. donc, merci à tous d'avoir été là. Marc et Rémi, Jean-Marc et Rémi, pardon, nous ont quittés en cours de route, mais voilà, c'était très cool de les avoir. Michael, ça a été un plaisir aussi de t'avoir et on a vraiment eu un lot d'informations très dense et pour la partie un peu plus technique DeFi et pour la vision. Donc vraiment, on t'en remercie. C'est toujours un plaisir. Bah ouais, très très cool. Et merci à Manu, Blue et Stengarl d'avoir également partagé donc la soirée avec nous. On vous souhaite une très bonne soirée et il y aura donc le replay qui est activé dans les minutes qui viennent pour Twitch. Vous pouvez le reprendre depuis le début si vous êtes arrivé en cours de route. Et demain matin, du côté de YouTube. On vous souhaite une très bonne soirée. Merci à tous. Ciao, ciao. Bonne soirée. Bye bye. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.